Cet homme est un agent de renseignement. Vous ne connaîtrez ni son nom, ni son visage. Ce matin, il a une mission particulière. Formé de hauts fonctionnaires belges à résister aux espions. Racontons l'histoire d'un fonctionnaire comme vous, comme moi, qui rencontre un interlocuteur lors d'une conférence, un événement public. À l'issue de la conférence, elle vous invite à un lunch, vous acceptez parce que la discussion s'était bien déroulée. Au cours de ce déjeuner, vous abordez des sujets professionnels et privés. La personne se montre très amicale et dans le cours de la conversation, elle va vous poser des questions sur votre travail et vous demander un document qui en fait est tout à fait ouvert. Il est sur le site internet de votre SPF et donc aucun problème à répondre à sa question, lui fournir le document. Malheureusement, quelques semaines plus tard, elle pourra vous poser des questions encore plus sensibles. Maintenant, il ne s'agit plus de l'organigramme de tel département, mais il s'agit d'une note confidentielle qui cible un sujet d'intérêt. Et là, évidemment, si vous n'aviez pas anticipé le problème, que vous pensiez avoir affaire à un ami, vous êtes bien embêté. Vous pourriez peut-être croire que vous n'êtes pas concerné par la chose, que vous n'êtes pas intéressant, mais détrompez-vous. Bruxelles, c'est un nid d'espions. C'est la capitale de l'Union européenne, c'est là aussi siège l'OTAN, donc évidemment ça intéresse les puissances étrangères. Les seuls autres endroits avec plus d'espions dans le monde, ce sont les Nations Unies à New York. Sinon, ils sont tous là. Pour être un parfait espion, on pourrait dire que moralement on pourrait être un parfait salaud, quoi. J'ai effectivement été travaillé pour la DGSE pendant 20 ans et j'étais basé pendant cette période, une partie de cette période à Bruxelles. Avez-vous jamais travaillé pour le Mossad? Imaginez que ce soit vrai. Je vais pas l'écrire sur mon t-shirt. Pour des raisons diplomatiques, on préfère garder ça un peu derrière le rideau, si vous voulez. Technologie informatique surtout. Écoute téléphonique et tout ça. Ici, ils sont passés du côté de la porte d'Armure. Je vous connais tous très bien. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Pourquoi? Parce que vous êtes tous connectés à Internet. Je n'aurais jamais imaginé que les États-Unis utiliseraient le manuel de la Stasi comme modèle pour leur système de surveillance. La police fédérale est venue me trouver. Ils sont venus me raconter qu'effectivement, il y avait un problème avec mon ordinateur. On m'avait laissé entendre que si je continuais dans cette voie, il pourrait m'arriver des problèmes. Voilà. Cet énorme bâtiment est sous haute surveillance. Le Conseil européen, surnommé le Juste Lips, est le siège du pouvoir en Europe. C'est ici que les chefs d'État prennent les décisions les plus importantes, comme le passage à l'euro. L'immeuble a des allures de bunker. Et pourtant, il va être espionné pendant 10 ans. Tout commence en 1993. Le Juste Lips est en construction.
Une camionnette se dirige vers le quartier européen. À l'intérieur, des hommes se préparent à une opération clandestine. Ils ont attendu la fin de la journée pour rentrer sur le chantier. Ils se sont procurés les plans de l'immeuble. Ils connaissent parfaitement leur objectif. L'opération secrète a réussi. Elle ne sera connue que 10 ans plus tard. À Bruxelles, les services de sécurité du Conseil européen ont découvert des écoutes téléphoniques illégales dans le bâtiment qui accueille régulièrement les réunions des ministres des 15. Le plus grand scandale d'espionnage de l'après-guerre vient d'éclater à Bruxelles. Et il a été découvert tout à fait par hasard. Le matin du 28 février 2003 commence une journée ordinaire pour les fonctionnaires de l'intendance du Conseil européen. Ils vérifient les équipements de communication avant le prochain sommet. Mais un téléphone, comme il en existe des centaines, attire leur attention. Une personne a constaté un bruissement de la ligne téléphonique. Il a signalé ça à la service technique du bâtiment. Ils ont pris le plan technique, ils ont vérifié quel est le problème, et puis ils ont constaté qu'il y avait un câble qui était présent, qui n'était pas sur le plan technique. Après quelques recherches, on a constaté que dans un mur du bâtiment, il y avait une boîte noire. C'était un appareil d'espionnage assez technologique. Une boîte noire, scellée derrière la paroi en béton et qui a la taille d'un paquet de cigarettes. La sûreté de l'État est avertie, mais elle ne dispose pas d'outils technologiques suffisants pour analyser le boîtier. Elle fait appel à l'IBPT, le gendarme des télécoms. Ces spécialistes sont les premiers à intervenir sur place. Mais il faut être certain qu'il n'y en a plus d'autres appareils qui sont dans le bâtiment cachés quelque part. Donc, dans ce cadre-là, on a pris notre matériel portable et on a fait un sweeping de tous les étages, pièce par pièce, afin de déterminer s'il y a des autres appareils. Une traque systématique est engagée. Le sweeping consiste à détecter toutes les anomalies de fréquence du bâtiment et des environs. Et les agents de sécurité vont de surprise en surprise. Le 10 mars, 3 autres boîtes noires, dissimulées dans d'autres salles, sont découvertes avec la même technologie. Dès que le téléphone est décroché, l'émetteur se met en route. La personne de l'autre côté qui a le récepteur, ou bien il est sur place et il écoute directement la conversation. Deuxièmement, il met un appareil pour enregistrer. Ou troisièmement, il le dévie vers une ligne téléphonique et à ce moment-là, il peut l'écouter n'importe où. Avec ce système d'espionnage illégal, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche sont écoutés à chaque sommet. Le fait que ces 5 boîtes noires pleines de matériel d'espionnage étaient présentes dans les murs veut dire que probablement ils ont été mis là-bas déjà dans la phase de construction du bâtiment Justus Lipsius. Alors, ceux qui ont mis ces boîtes l'ont fait à une époque où Internet, où les téléphones portables, où je dirais, la technologie moderne n'existait pas. Donc il fallait des systèmes d'écoute au cas où on louperait quelque chose. Parce qu'au Conseil européen, les discussions valent de l'or. Espionner les délégations,
c'est connaître à l'avance toutes leurs positions stratégiques sur les questions européennes. Au moment où on découvre les boîtes, qu'est-ce que fait la sécurité du Conseil des ministres européens? Au lieu de laisser tout en place, ils arrachent les fils. Mais c'était autant tirer la signal d'alarme. Ça en dit long sur l'incompétence en matière de sécurité des institutions européennes. Les agents du Conseil européen auraient suivi les procédures de sécurité et contredisent cette version. J'ai été surpris de recevoir le coup de fil, mais j'ai tout de suite donné les instructions nécessaires pour pouvoir sauvegarder le trail of evidence, parce que dans toutes circonstances, on va essayer de garder les preuves. On a aussi contacté nos collègues de la Sûreté de l'État qui nous ont assistés à gérer la découverte et la suite de la découverte. Des années de réunions confidentielles ont été écoutées. Mais par qui? Ce ne sont pas des amateurs qui ont fait ça. Ça doit être le travail d'un gouvernement ou d'une équipe d'espionnage d'un pays et de haute qualité, de haute qualité technologique. Donc ce ne sont pas des amateurs qui ont fait ça, c'est bien organisé. Vous avez grosso modo 3 pays en Europe, France, Grande-Bretagne, Allemagne. C'est très probablement pas ces pays-là. Vous avez les États-Unis, bien sûr. Vous avez sans doute Israël, avec des limites. Et vous avez la Chine et la Russie. Après, vous pouvez tirer l'échelle. Il n'y a personne. Pour remonter la piste des coupables, Alexandre Le Guin déclenche une covert action, une opération de contre-espionnage. Elle est menée depuis ce centre de crise, à l'intérieur du Conseil. Ni le gouvernement belge, ni la justice ne sont mis au courant. Des caméras cachées sont installées dans 3 locaux techniques, où le matériel d'écoute a été découvert. Le but est de repérer les espions, qui assurent la maintenance des mouchards. Mais cette opération de contre-espionnage n'a pas réussi parce que, quelques semaines après la découverte, Le Figaro a publié le scoop de cette affaire. Les révélations du quotidien français font éclater l'affaire au grand jour. L'Europe tient son Watergate. La justice belge lance une enquête. Mais elle va se heurter à un mur du silence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez les administrations du Conseil des ministres renvoient la balle aux autorités belges. Les autorités belges renvoient la balle au Conseil des ministres. Puis en fait, finalement, quand les autorités belges s'aperçoivent que c'est elles qui sont responsables de la sécurité du bâtiment au moment de sa construction, avant qu'il soit livré aux autorités européennes, maintenant faire une enquête. Et la capacité de la Belgique à faire des enquêtes qui peuvent durer 10, 20, 30, 40 ans n'est plus à démontrer. Dans le meilleur des cas, vous identifierez le pays X. Vous n'aurez jamais la certitude. Vous n'aurez jamais l'identité des personnes qui ont commis l'acte. Or, on parle de justice pénale. Il faut un homme assis dans le box. Vous allez asseoir M. Washington ou M. Moscou ou M. Tel Aviv dans le box? Non. Vous avez besoin d'un homme. Vous ne l'aurez jamais. Vous perdez votre temps, vous vous décrédibilisez. Je crois que la justice n'a pas assez de moyens pour aller jusqu'au fond de beaucoup d'affaires parce qu'elle est limitée avec les sources d'informations qui se trouvent à l'étranger, avec les problèmes diplomatiques, avec les problèmes secrets, avec les secrets professionnels des services secrets, etc., etc. La justice piétine. Entre l'immunité diplomatique et les arrangements des services secrets, elle doit se reposer sur le travail de la sûreté. Mais dans une note du 30 juin 2003, que nous nous sommes procurée, Koen Dassen, l'administrateur général de la sûreté de l'époque, livre des conclusions stupéfiantes. D'abord, la réaction boiteuse de la Belgique en qualité de pays hôte face à ce genre d'incident lourd. Ensuite, le fait que le bâtiment a été remis par la Belgique à l'Union européenne, complètement aménagé. Et s'il apparaît que le matériel d'écoute était placé depuis le début, bref, tout cela risque de mettre en péril la décision de Nice visant à organiser, à Bruxelles, l'ensemble des sommets européens. En d'autres termes,
Bruxelles pourrait perdre les institutions européennes si les enquêtes allaient trop loin. C'est un vrai scandale. Ça veut dire que la Belgique ferait tout pour garder les institutions européennes sur son territoire, quitte à outrepasser les lois. C'est choquant. Au final, ça veut dire que les gouvernements européens se font promener. Leurs lois sont bafouées. La Belgique ferme les yeux car elle a peur de perdre les institutions européennes. Ça s'appelle du chantage. Nous avons tenté de joindre le procureur général de l'époque et la juge d'instruction. Aucun d'eux n'a accepté de nous rencontrer. Ça me choque parce que moi, je pense qu'il y a des lois dans la Belgique. C'est clair qu'il y a eu des faits criminels parce qu'on ne peut pas écouter sans suivre des procédures. Donc vraiment, il y a des délits qui sont commis, des délits très graves. Et là, je vois que, bon, apparemment, c'est pas important, c'est pas une priorité pour lutter contre cette sorte de criminalité. Selon d'anciens agents des services secrets, ces enquêtes interminables ont un but caché. Les enquêtes sont toujours utilisées dans un même but, enterrer les affaires. C'est une technique très courante. On annonce l'ouverture d'une enquête et puis on la fait traîner pendant des années en espérant que les gens oublieront. Le constat est qu'après 6 ou 7 ans d'enquête, jamais une personne ou une société a été poursuivie. Le 30 novembre 2010, le parquet fédéral a demandé un non-lieu pour des auteurs inconnus. Donc, end of the story. Toutes les questions restent posées. Quel pays se cache derrière cet espionnage sans précédent? Quelles informations ont été collectées? On s'y est intéressé. On s'y est intéressé d'assez près. On a envie de comprendre. Pour des tas de raisons. Parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, par qui on a été ciblé. Parce qu'on a envie... Il y a toujours quelque chose à apprendre du point de vue opérationnel dans une opération qui est démasquée. C'est toujours intéressant. Les services secrets français, comme les autres agences de renseignement, mènent leur enquête. Tous veulent des éléments de réponse. Pour faire toute la lumière sur ce scandale, un service a été saisi. Le comité R. C'est l'organe de contrôle des renseignements belges. Le comité R a consacré un rapport de 21 pages à l'affaire du Juste Lips. Et il s'attarde sur un point de l'enquête. Dans les documents que la Sûreté de l'État nous ont remis, il y a plusieurs documents qui font référence à une société qui a travaillé pour l'installation notamment des systèmes de traduction, et c'est une société israélienne, voilà. On n'en tire pas de conclusion. Quelle est cette mystérieuse entreprise? Nous avons retrouvé son nom, Comverse. Une société qui est dans le viseur d'Interpol. La police fédérale adresse une demande officielle d'information à la Sûreté au sujet d'éventuelles activités d'espionnage de la firme israélienne. Elle fait savoir qu'Interpol lui a indiqué que cette firme faisait l'objet de poursuites aux États-Unis, notamment pour des faits d'espionnage. Suite à ces poursuites, Comverse change de nom et devient Verint. C'est le leader mondial de l'interception électronique. D'ailleurs, la multinationale partage sa vision du monde dans des vidéos à sa gloire. This is us, the people of the world. We're constantly communicating with each other, leaving our own unique footprints. Most of us are just living our lives, but some are involved in such illicit activities as crime and terror. The challenge is to intercept and locate their footprints from all of the big data that's in motion. That's what Verint Communications and Cyber Intelligence Solutions do. Comment imaginer que la Belgique n'ait effectué aucune vérification de sécurité sur cette société?
Que les autorités belges, responsables de la construction du bâtiment, confient la sonorisation du bâtiment à une société à capital, non pas belge ou européen, avec un capital étranger, en l'occurrence israélien ou américain ou russe ou chinois, c'est juste de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Parce que autant, je veux dire, construire directement des lignes en fibre optique directement reliées à Jérusalem, à Moscou et à Pékin. Pour cette compagnie, tout est prétexte à l'espionnage. James Bamford, un journaliste américain, s'est intéressé de près à ces activités. La société a eu beaucoup d'ennuis. Par exemple, son patron, Kobe Alexander, a trempé dans des affaires de fraude et il a dû quitter les États-Unis. Il s'est réfugié en Israël et maintenant il se cache quelque part en Namibie. Donc vraiment, c'est une société qui a une très très mauvaise réputation. Plus étrange encore, le rapport du comité R précise que la société appartiendrait à 40% au ministère de l'Intérieur israélien. Plusieurs éléments me troublent à propos de Verint. D'abord, c'est une société qui a été créée en Israël. Ensuite, certains employés, dont le dirigeant Kobe Alexander, ont des liens étroits avec les services secrets israéliens. Comverse serait-elle encore présente en Belgique? Le site internet est toujours en activité. Il est sommaire. Il n'y a qu'une adresse indiquée. Nous nous y rendons. Bonjour monsieur. Je cherche la compagnie qui s'appelle Converse. Converse? Oh là là, ils sont partis depuis longtemps, vous savez ça. Vous savez combien de temps? Ça fait des années, je les ai tous bien connus. Ils faisaient de l'informatique, c'est ça? De technologie informatique surtout, écoute téléphonique et tout ça. Je sais qu'ils avaient eu des problèmes à un moment donné, d'ailleurs ça fait tout un truc dans la presse. Je crois que c'était une question au sujet des écoutes téléphoniques. 8 jours avant, la secrétaire vient me dire, écoutez, vous laissez monter plus personne. Plus personne ne monte au 7e étage. Plus personne. Et elle était très affirmative. D'accord. Et vous savez pas où ils sont passés? D'ici, ils sont passés du côté de la porte de Namur. Au revoir. Après quelques recherches, nous récupérons la nouvelle adresse. À notre grand étonnement, Comverse a encore des bureaux à Bruxelles. Oui, bonjour, je cherche la société Converse. À l'intérieur, le nom de plusieurs entreprises est affiché, mais aucune mention de Comverse. Nous demandons à la réceptionniste. On revient dans une heure. Merci, à tout à l'heure. De retour 1 heure après. Bonjour, on est venu tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais mes collègues sont partis maintenant, c'est la fin de journée. Les employés de Comverse ont subitement disparu. Nous tentons notre chance par téléphone. Oui, bonjour, Société Converse? Oui. Oui, bonjour, je suis journaliste. J'enquête sur une affaire d'écoute au sein du Conseil européen dans laquelle votre société a été soupçonnée et je voudrais vous interviewer à ce sujet. Ah bon? Oui. Je ne suis pas du tout au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant de l'affaire? Je suis en position de pouvoir répondre, ça doit être la personne responsable pour la communication. Nous cherchons à joindre le service communication à plusieurs reprises. Les nombreux messages laissés resteront sans réponse. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé les responsables des écoutes du Juste Lips? Parce que derrière c'est Israël, et donc derrière Israël c'est l'Amérique, et donc personne n'a intérêt à déterrer cette histoire. Évidemment qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est un individu qu'on sacralise, qu'on va mettre sur un piédestal. C'est à la fois
quelqu'un qui attire puis qui repousse. On a l'impression que c'est un mauvais garçon, que c'est un peu un voyou, vous voyez. Et puis qui fait des choses extraordinaires. C'est James Bond avec une paire de Ray-Ban, costaud, des biscottos, et qui va faire des choses. C'est pas ça le métier d'espion, c'est un métier de besogne, besogneux. Moi je me souviens, je passais du temps à la gare de Bruxelles, à la gare centrale pour attendre mes contacts. J'attendais, je faisais le pied de grue dans cette gare. Les services secrets belges ignorent tout de l'espionnage de Patrick Denot à Bruxelles. À chaque opération, il peut être découvert. Mes contacts, mes islamistes n'étaient jamais à l'heure. Des fois j'attendais 1 heure, 1 heure et demie, alors je faisais les sympas dans cette gare, je regardais, je disais est-ce que les services de sécurité belges m'ont repéré. Des fois j'avais peur aussi que le contact, qu'il y ait une rupture avec mes contacts, ça voulait dire que voilà, c'était fini, il n'y avait plus rien. Ce qui va le décider à devenir espion, c'est l'attentat terroriste de la rue de Rennes, à Paris, qui fait 7 morts et 55 blessés. Un matin de janvier 1994, Patrick Denot adresse un simple courrier au siège de la DGSE. Il s'engage par idéalisme. Sa couverture est parfaite. Il a pour lui une longue expérience de reporter des guerres. C'est aussi une des raisons pour laquelle la DGSE m'engage, parce que j'ai une histoire qui n'est pas une légende, c'est une vraie histoire qui est complètement crédible. Mon histoire en Afghanistan, elle existe. Mon histoire sur tous les terrains de conflit, au Liban, au Tchad, en Irak, elle existe. Je veux dire, il n'y a pas de faille, c'est pas une légende, donc ça tient la route. Pendant 6 mois, il ne se passe rien. Et puis, un matin, coup de téléphone. Bonjour, je m'appelle Jacques. Vous nous avez écrit il y a quelques mois. Ce serait bien qu'on se rencontre. Je vous recontacte. La conversation est brève. Au bout du fil, l'homme n'a donné que son prénom. Jacques. Une tradition dans le milieu du renseignement. La première rencontre avec cet homme mystérieux a lieu dans un restaurant. C'était un petit bonhomme avec un par-dessus qui ressemblait à rien. C'est peut-être dur de dire ça, mais il ressemblait à rien. Mais par contre, dès qu'il a commencé à parler, là, l'œil s'est allumé, l'intelligence. Et là, j'avais devant moi un grand professionnel et j'avais un personnage, un sacré personnage. Jacques posait beaucoup de questions sur mon métier, sur mes reportages. C'est une discussion plutôt sympathique, agréable, qui pourrait ressembler à un entretien d'embauche. Suite à cette rencontre, Jacques va devenir ce qu'on appelle son officier traitant. Le début d'une relation fusionnelle. Oui, j'ai une relation particulière parce que pendant ces 9 années où j'ai travaillé pour les services secrets, ces 9 années de solitude, et le seul lien, la seule personne avec qui je peux parler, c'est Jacques. Jacques a une importance fondamentale. C'est l'homme à qui je raconte, à qui je parle de mes soucis, des problèmes, de mes angoisses si j'en ai eu. C'est aussi ça un officier traitant, c'est d'être capable d'écouter son agent, de le comprendre, de l'aider. Ses angoisses, Patrick Denot doit les taire. Il devient un personnage de l'ombre, un expert de la manipulation. Je crois que pour être un parfait espion, on pourrait dire que moralement on pourrait être un parfait salaud, quoi. Est-ce que mentir tout le temps à tout le monde, c'est pas un sentiment forcément très glorieux? Dans un premier temps, je le vis pas forcément bien, et puis Jacques, il m'a dit une phrase qui reviendra souvent, gardez le silence et le silence vous gardera. Et puis il m'a dit aussi que en cas de pépin, en cas de problème, j'étais un journaliste, je resterai un journaliste, et il fallait surtout pas que je compte sur l'appui du service, en aucun cas. Pour se protéger, il doit acquérir les bons réflexes. Pendant 1 mois, Patrick Denot suit un stage intensif. Il a accepté de nous dévoiler plusieurs méthodes des espions. Première technique, le tamponnage. Un grand classique. Il s'agit de repérer une source potentielle d'informations à son insu. L'ex-espion nous décrypte l'exercice. Sa cible, un haut fonctionnaire européen. Bonjour.
Vous travaillez ici? Oui. Je suis touriste, je voulais savoir, c'est le Parlement ici, c'est quoi? C'est la commission. Et je vais essayer de le faire parler, de savoir ce qu'il fait, depuis combien de temps il travaille ici, quelle est sa nationalité. Et vous allez voir, en quelques secondes, il va tout me dire, il va me dire beaucoup de choses. Vous faites le tour des institutions? Non, je regarde, je m'intéresse. Donc tout est concentré ici. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est le service extérieur. D'accord. Et là, c'est là que sont les commissaires des... Ça, c'est tous les commissaires. Ouais. Ça, c'est le président. Et vous êtes de quelle nationalité, fonctionnaire? Je suis britannique et irlandais. D'accord. Et vous? Moi, je suis français. Ah ouais. Et vous occupez de quoi plus particulièrement? Je fais de la coordination pour le président. D'accord. Il s'avère qu'on tombe là sur un bon fonctionnaire. C'est un type qui est intéressant, qui travaille depuis 20 ans à la Commission européenne, qui est proche du président de la Commission européenne. Alors que peut faire le service après? Il y a plusieurs solutions. La première solution, il y a des fileurs, c'est-à-dire des gens qui sont des professionnels de la filature et qui vont le suivre. Et puis on va savoir exactement quelles sont ses habitudes. On va le suivre, on va voir où il habite, s'il est marié, s'il a des enfants, s'il sort, s'il a une vie sexuelle un petit peu dissolue. On va savoir tout ça et puis on va élaborer un scénario pour le retamponner, reprendre contact avec lui, et puis aller plus loin, et puis l'emmener où on veut l'emmener. Pour sécuriser ses contacts, Patrick Denot met en place des itinéraires de sécurité. La règle numéro 1, c'est surtout ne jamais se retourner. Parce que se retourner, c'est montrer que vous avez repéré quelque chose. On va mettre en place ce qu'on appelle des points de contrôle. Un bon point de contrôle, c'est par exemple une vitrine d'angle. Je passe devant la première vitrine, je regarde les objets, je tourne au coin de la rue, et par transparence, je vois ce qui se trouve derrière moi, en regardant au travers de la vitrine. Si je détecte une présence suspecte, je mets en place une rupture de filature. Troisième technique, la rupture de filature. Je suis dans la gare, j'ai repéré un marchand de journaux, parfait pour fausser compagnie. Il y a une entrée et une sortie dérobée. Je rentre, je regarde les magazines, je prends mon temps, puis je m'éclipse par la porte de derrière. Il s'engouffre dans le métro. En un clin d'œil, la filature est rompue. Ça ressemble à un jeu, mais sur le terrain, c'est une question de survie. C'est vachement important la sécurité. Quand vous farfouillez dans les milieux islamistes, la règle elle est simple, hein, vous faites piquer en tant qu'agent d'enseignement, en tant qu'agent secret, c'est fini, quoi. On devient un peu paranoïaque, on appelle ça, dans le jargon des agents d'enseignement, on appelle ça voir des rats bleus. Donc je voyais des rats bleus. L'espion apprivoise son angoisse, mais la DGSE en veut toujours plus. Elle sonde son agent. Jusqu'où est-il prêt à aller? J'ai eu un entretien qui a duré un week-end dans un hôtel avec un militaire, officier, médecin, psychiatre, qui m'a posé beaucoup de questions. Et une question qui m'avait frappé, une question était de me dire, et si le service vous demandait de tuer, quelle serait votre réponse? Est-ce que vous accepteriez? J'ai réfléchi et j'ai répondu que probablement j'accepterais. Et là, probablement le gênait. La question n'est pas innocente. Au fil des ans, Patrick Denot a gagné la confiance d'un imam radical, Abou Hamza. La DGSE s'intéresse de près à son cas. Jacques me remettait des ordres de mission très particuliers, avec des questions bien précises, je mettrais le bureau, je devais me demander vraiment beaucoup d'informations sur l'environnement d'Abou Hamza. Et entre autres, il y avait ce rituel du thé. Les questions de Jacques, donc du service, c'était de savoir qui préparait le thé, est-ce que j'étais seul avec Abou Hamza pour prendre le thé. 15 ans plus tard, ces étranges questions prennent soudain tout leur sens. Récemment, je tombe sur un article du Times, et je découvre que la DGSE, les services secrets français, avaient prévu d'assassiner Abou Hamza. Après, je fais un petit peu le rapport entre ce que souhaitaient, les scénarios élaborés, d'assassinat élaborés par la DGSE, dont je devais faire partie. Et je repense aussi à la question à l'époque que m'avait posée le psychiatre de la DGSE. Est-ce que vous accepteriez de tuer si le service vous le demandait?
Jugé aux États-Unis, Abu Hamza vient d'être reconnu coupable d'actes de terrorisme. Il a été condamné à perpétuité. Les risques d'attentat sont la terreur des services de renseignement. Patrick Denot part enquêter au Pakistan, point chaud du terrorisme mondial. Je vais dans les zones tribales, je rencontre différents interlocuteurs et je sens qu'il y a une menace terrible qui pèse sur les intérêts occidentaux et c'est certain. J'écris une note qui met en garde en disant attention, les intérêts français dans cette région du monde sont menacés. Et un mois après avoir écrit cette note, c'est l'attentat de Karachi. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Depuis le Liban, dans les années 80, c'est l'action la plus meurtrière contre des Français de l'étranger. Un attentat kamikaze contre un bus, dans lequel 11 ingénieurs français trouvent la mort. Patrick Denot se sent trahi. Il avait averti les services. Il est convaincu que cette tragédie aurait pu être évitée. Désormais, il ne trouve plus de sens à ses missions. Je fais un rapport et on ne tient pas compte de ce rapport. Et là, je me dis, je sers à quoi? Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et puis, je suis plus un soldat, c'est fini. J'accepte plus. Je veux plus obéir, je vais plus tout accepter. Et cette rébellion, la DGSE ne lui pardonnera pas. Ouais, c'est fini. C'est fini. Et puis, je quitte l'officier traitant. Et puis, plus jamais j'aurai de contact. C'est la rupture. Plus rien. Il y avait un numéro de téléphone qui nous reliait. Il n'existe plus, il disparaît. Et l'employeur qui m'avait employé, entre guillemets, pendant près de 10 ans, m'a licencié, sans préavis, sans... Fini. 9 ans. De bons et loyaux services. Balayés en un clin d'œil. Patrick Denot a compris un peu tard qu'il n'était qu'un simple pion. Le renseignement est un outil de pouvoir et de manipulation. Mais qui le contrôle vraiment? Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un basculement. La lutte contre le terrorisme va désormais justifier l'espionnage de masse. La collecte d'informations passe de l'artisanat au stade industriel. Un pillage systématique, jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, qui est le fait de la plus secrète des agences de renseignement américaines, la NSA. 50 000 agents répartis dans plusieurs bases secrètes à travers les États-Unis interceptent, collectent, stockent les communications du monde entier, et donc de tous les Belges. C'est incroyable parce que on sait que toute notre communication, téléphone, mail, SMS, mais on garde toute cette information. Et ça veut dire des milliards, des millions, des milliards de données par minute, par heure. Ce que la NSA fait aujourd'hui, c'est ce dont rêvait la Stasi il y a 25 ans. La Stasi pensait avoir un contrôle absolu sur la société. Leurs espions avaient des centaines de milliers d'informateurs. Ils pouvaient vous piéger et recueillir tous les détails de votre vie si vous étiez une cible. C'était très facile pour eux, mais ça prenait du temps. Maintenant, en claquant des doigts, la NSA peut avoir autant d'informations avec peu d'efforts. C'est grâce à ces nouveaux moyens que nous sommes passés dans l'ère industrielle de l'espionnage. Un homme a dévoilé cette gigantesque toile de surveillance. Il est devenu célèbre dans le monde entier. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Edward Snowden. Edward Snowden, un informaticien américain, jusque-là très discret, va faire trembler l'Amérique. Je ne suis pas habitué à ce genre d'accueil. Snowden est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, lancé par les États-Unis. Son tort? Avoir soustrait des millions de documents américains classés top secret.
Ces révélations-là, c'est surtout un électrochoc pour le grand public, de se rendre compte qu'il y a des capacités d'interception qui dépassent largement le cadre de la lutte contre le terrorisme et qui peuvent permettre dans ces services de cibler des secteurs économiques et politiques et finalement n'importe qui. L'une des révélations de Snowden concerne directement la Belgique. Et elle va faire rebondir l'affaire du Juste Lips. D'après un document classé ultra confidentiel, la NSA avait mis sur pied une opération au nom de code Dropmire. Elle visait 38 cibles internationales, dont le bâtiment du Conseil européen. Le journal allemand Der Spiegel en fait sa une. D'après Snowden, la NSA est responsable des écoutes du Juste Lips. 10 ans après ce scandale, les services américains n'ont pas renoncé à espionner les institutions européennes. Au contraire, avec l'aide d'Internet, ils ont démultiplié leurs capacités d'interception. Mais ils veulent aller encore plus loin, avec une arme révolutionnaire, qui va faire trembler notre opérateur national, Belgacom. L'une des premières victimes est un chercheur belge. Sur le campus de l'Université catholique de Louvain, un bureau et un professeur anonyme. Mais Jean-Jacques Quisquater est spécialiste dans un domaine qui obsède les Américains, la cryptographie. La discipline développe des codes secrets qui sécurisent par exemple vos comptes bancaires ou vos accès à Internet. L'an passé, la police fédérale est venue me raconter qu'effectivement, il y avait un problème avec mon ordinateur. Finalement, ils m'ont dit, ben voilà, votre ordinateur sert de vecteur de surveillance. Vecteur de surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas nécessairement me surveiller moi, mais surveiller les autres là où je suis. Un beau matin, le professeur reçoit un lien LinkedIn en apparence normale. Il clique. Sans s'en rendre compte, il vient d'être contaminé par Regin, le virus le plus sophistiqué jamais créé. C'est une injection, si je puis dire, quasi instantanée. Vous êtes distrait un instant, c'est fait. Celui qui a découvert le virus, c'est Costin Rayou, un expert dans la détection d'attaques informatiques. Le but de Regin est de créer une plateforme commune pour intercepter vos emails, vos communications, vos mots de passe et même des documents que vous croyez avoir sécurisés dans votre ordinateur. Toutes ces données sont récupérées pour le compte des cybercriminels. La façon dont le virus se propage est tellement sophistiquée qu'il surpasse tout ce qu'on a pu voir auparavant. Ce nouveau virus, sans que vous vous en rendiez compte, va petit à petit sortir du bois. Et tel un monstre, prendre possession des différentes composantes de votre ordinateur. Ils font tout. Il y en a un qui s'occupe d'éventuellement maîtriser votre souris. Il y en a un autre qui peut prendre tout vos mots de passe. Il y en a un troisième qui peut explorer tout votre ordinateur et sa structure. Il y en a un quatrième qui peut éventuellement prendre le contrôle de votre caméra ou de votre micro ou communiquer avec votre GSM. Le pouvoir du monstre devient tentaculaire. Votre ordinateur est devenu un super espion à domicile, avec des yeux et des oreilles qui transmettent tout. Le virus cible les chercheurs belges, mais aussi des ingénieurs de Belgacom, car l'opérateur belge est un nœud de communication central en Europe. Le virus a créé une porte dérobée dans les systèmes de Belgacom. De cette façon, les agences de renseignement qui ont lancé le virus peuvent avoir accès aux serveurs de Belgacom et de tous ses clients, comme par exemple l'Union européenne. Il ne faut pas s'y tromper. L'attaque contre Belgacom vise une nouvelle fois les institutions européennes. C'est extrêmement grave à plus d'un titre. C'est grave parce que d'abord, on n'en savait rien. C'est Edward Snowden qui l'a révélé.
Deuxièmement, Belgacom l'a nié, dans un premier temps. Troisièmement, Belgacom, nous avons cru que c'était les Américains. Et puis on s'est rendu compte que c'était les Anglais. Les Américains sous-traitent cette fois leur base besogne à l'Angleterre. Dans l'affaire du Just Lips, le service engagé est le GCHQ, l'équivalent anglais de la NSA. La collaboration entre les États-Unis et le GCHQ est la plus étroite au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Avec la loi anglaise, le GCHQ a beaucoup plus de latitude que la NSA aux États-Unis. C'est pourquoi ils se vont souvent aux Américains en leur disant « Laissez-nous faire votre sale boulot, on partagera les infos, car nous, de toute façon, on ne sera jamais inquiétés. » Je trouve ça impensable qu'un État membre de l'Union européenne puisse attaquer une société d'un autre pays membre. Pour moi, c'est évident, il s'agit d'une attaque. Pire, d'un acte de cyberguerre. L'Europe est sous le choc. Et cette fois, elle ne se laisse pas faire. Le Parlement européen déclenche une commission d'enquête. Les députés veulent des explications de Belgacom. Ce n'est toujours pas clair pour moi. Comme l'a indiqué la presse, y a-t-il eu une faille dans votre système qui a permis à qui que ce soit d'écouter les conversations téléphoniques des membres du Parlement européen? Oui ou non? Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune raison de croire que c'est arrivé. Mais pour les députés, cette réponse n'est pas satisfaisante. À leurs yeux, les dirigeants de Belgacom et l'État belge cherchent à minimiser la gravité de cet espionnage. Dès le début, Belgacom a refusé de communiquer et de se donner les moyens pour vraiment enquêter sur cette affaire. Ils se sont dit, ça va se tasser, les gens auront oublié dans 2 mois. On décidera alors ce qu'on fera par la suite. Les services de renseignement belges étaient-ils au courant? Je pense que beaucoup de personnes ont la conviction que les services secrets militaires, le service secret militaire devrait savoir les activités du NSA. Elio Di Rupo, le Premier ministre de l'époque, serait du même avis. Dans une note adressée au SGRS, les services de renseignement militaire, il met en doute la loyauté des agents. Les services secrets militaires ou l'un de ces agents ont-ils, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, facilité ou collaboré à l'implication d'une puissance étrangère? Les services auraient-ils fermé les yeux sur le piratage de Belgacom par les Anglais? Et pourquoi? D'une manière ou d'une autre, ils ont joué dans le jeu donnant-donnant. C'est ça le problème. On n'a pas beaucoup d'informations, on dépend des services secrets américains. Les services secrets américains nous donnent les informations. Si moi, je suis prêt à donner une information sur M. X ou la société Y. Le député Georges d'Allemagne veut connaître la vérité. Ce matin, en commission parlementaire, il va interpeller Charles Michel sur cette affaire d'État. On sait que notre gouvernement a fait l'objet d'attaques régulières et donc il est temps, je pense vraiment, que les responsables politiques, le Premier ministre, prennent la mesure de la menace. Monsieur le Premier ministre, j'avais interrogé votre prédécesseur à de nombreuses reprises et j'ai parfois l'impression de bégayer en matière de cybersécurité, de cyberstratégie. Monsieur Decroix a récemment annoncé que le parquet fédéral mène une enquête approfondie concernant l'espionnage à Belgacom. Et moi, j'aimerais bien savoir en fait combien de dossiers ont fait l'objet d'une plainte auprès de la justice. Parce qu'on entend souvent au Parlement qu'on va déposer plainte et puis on n'a plus de nouvelles de ces plaintes. On ne sait jamais ce qu'il en est advenu, on ne sait jamais si quelqu'un, à un moment donné, a été sanctionné. Moi, à ma connaissance, personne n'a jamais été sanctionné en Belgique pour cybercriminalité, pour cyberespionnage. Et donc, je ne sais pas si vous avez des informations qui iraient en sens inverse à cet égard. Pour ce qui concerne le hacking de Belgacom, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Vous comprendrez par conséquent que je dois respecter, comme vous, le secret de l'instruction. Nous suivons bien entendu la situation de très près. Encore une fois, l'histoire se répète. Un espionnage massif, un secret de l'instruction qui arrange tout le monde et un scandale qui va traîner des années. J'imagine que la pression des États-Unis y est pour quelque chose. Je crois qu'en même temps,
ils ont un peu peur de contrarier l'opinion publique. Donc tout le monde a peur parce qu'on croit qu'il y a des terroristes partout et les gouvernements veulent montrer qu'ils prennent la situation en main, tandis qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas garantir. Ils sont aussi perdus que tout le monde. Les États-Unis se sont donné les moyens d'espionner qui ils voulaient en Belgique. Cette surveillance de masse, sans précédent dans l'histoire, menace nos libertés individuelles. Dans le futur, ce sera sans doute encore plus caché, plus indétectable, si je puis permettre. Et donc, la seule façon de résoudre ça, c'est effectivement que le citoyen prenne contrôle un peu de tout ça, que les gouvernements soient conscients. Mais nous ne savons pas contrôler les gouvernements américains. Qu'est-ce que vous avez à cacher? C'est ça l'argument. Mais je réponds toujours, mais c'est l'argument qui a été utilisé par les nazis en Allemagne. Pour quelle raison est-ce que vous fermez le soir vos rideaux? La raison est très simple, parce qu'on ne peut pas être tenu pour responsable dans ses attitudes privées. C'est ça la protection de la vie privée, parce que sans une liberté privée, l'homme ne peut pas participer à la vie publique.